Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 142. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2025. Je suis Horacio González et je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guernet. Yannick, tu es où? Wow! Je suis là. Bonjour Horacio. Johan, tu es où? Derrière les tissus. Voilà. Ouais. Et qui se cache derrière ces dinosaures en peluche? Ça doit être Mathieu Vincent. Mathieu, comment tu vas? Bien, et vous? Je suis content parce qu'aujourd'hui, on a deux personnes qui font leur première magie. Bon, on va commencer par le petit tour de table. Mathieu, tu peux nous raconter qui tu es? Oh là là, c'est tout de suite très indiscret quand même. Mathieu, 41 ans, un enfant, une femme. J'habite en Auvergne, loin de votre Bretagne à tous, mais dans la campagne quand même. Voilà. Je travaille chez Soprasteria, une ESN européenne, où j'ai la chance d'être à la fois tech advocate, donc je m'occupe de toute la partie communauté technique interne et externe. Et je m'occupe aussi de toute notre plateforme d'ingénierie, on va dire ça comme ça, tous les outils qu'on peut mettre à dispo des projets au sein de notre groupe. Donc, voilà, communauté technique interne, ça, c'est intéressant. On en parlera plus tard, on reviendra sur ça. Johan, qui tu es? Je suis Yoann Vines, je travaille chez Clever Cloud à Brest, donc je suis SRE dans l'équipe Materia, donc je travaille autour des systèmes distribués, donc autour de Fondation DB, de Materia et toute la gamme Materia. Et Yannick, je crois que ça doit être ton 5e, 6e, 7e magie déjà. Ouais, 5e au moins. Je m'appelle Yannick. Je travaille également à Brest pour Clever Cloud et je m'occupe des bases de données serverless, dont par exemple Clever KNS. Oh, et à part ça, tu es un streamer des sujets tech célèbre pour ses longs streams sur des sujets très tech, aussi connus comme Noah ou Akanoa dans les réseaux, c'est ça? Exactement. Bon, avant de commencer ce magie, Mathieu, tu avais dit que tu es tech advocate pour les communautés tech internes chez Sopra. Tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est ça des communautés tech chez Sopra et comment vous vous organisez et c'est quoi ce rôle que tu as alors? C'est un rôle qu'on a créé il y a quelques années pour essayer d'animer, parce qu'on a la chance d'avoir grossi, on va dire, tout ça des années. Et donc, du coup, on avait plein d'initiatives tech partout en France. Et donc, on s'est dit, mais c'est quand même dommage que chacun fasse des trucs dans son coin. Pourquoi on fait pas une grosse communauté française? Et donc, du coup, on a un peu fédéré toutes ces petites initiatives locales. Alors, on les laissant vivre. L'idée, c'était pas de dire, c'est nous les gros costauds en centrale qu'on est les plus forts, mais plus pour dire, on a plein de choses qui sont cool. Autant les partager avec un maximum de personnes. Donc, moi, un de mes rôles, c'est d'animer tout ça, être sûr que tout le monde partage bien ses infos, s'éclate au sein de Sopra. On organise pas mal d'événements régulièrement pour parler de tech, évidemment, avec aucun frein sur le mot tech, parce que tech, on peut mettre plein de choses derrière, donc nous, on met pas de frein là-dessus. Et donc, du coup, là, on essaie d'animer tout ça pour que les gens puissent s'éclater, partager, s'acculturer, etc., etc. Et du coup, que ça commence à déborder un peu à l'extérieur aussi, où on a de plus en plus de gens qui vont faire des talks dans des conférences, et ça, c'est très cool aussi. C'est super une initiative comme ça dans une scène de la taille de Sopra. Ouais, ça te permet d'avoir un rôle qui a l'air de bien te convenir. Oui, il y a entre 3 et 4 000 tech à animer, donc il faut trouver un petit peu de matière, mais c'est cool, ouais, carrément. Nickel. Bon, les amis, je pense que tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on disait, on n'a pas beaucoup de liens, et avant de se rendre compte, on avait déjà une quinzaine de liens, beaucoup plus que celles qu'on pourra parler dans cet épisode. Alors, qui a envie de se lancer, qui a envie de commencer avec un des liens et nous raconter qu'est-ce qu'on a trouvé? Yannick, allez, raconte-nous quelque chose. Comme d'hab, je vais raconter une petite histoire parce qu'à chaque fois, quand je fais quelque chose, il y a un point de départ. En 2018, je suis allé chez un ami au Canada et il avait les prémices des casques VR. Oh. C'était les vieux où on devait être branché en permanence, où il y avait besoin d'avoir des capteurs un peu partout dans la pièce pour pouvoir détecter la position du casque. Et à l'époque, j'avais été vraiment impressionné. C'était un truc qui était tout bête. C'était, il fallait marcher sur une planche
qui était dans le vide. Donc, quand on regardait en bas, on avait vraiment le vide. Et pour rendre le truc un peu plus réaliste, mon ami, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris une vraie planche. Et du coup, on marchait sur une vraie planche avec le vide de chaque côté. Et ça m'avait vraiment impressionné à l'époque. Mais à l'époque, j'avais pas de sous. Donc, et les casques VR à l'époque, c'était vraiment très, 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 très cher. C'était plus de 1000 balles à l'époque. Et du coup, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête depuis 2018. Et finalement, cet été, je me suis acheté un casque. Donc, je me suis acheté un MetaQuest 3. Oh. Parce que j'avais la flemme d'attendre le 4 sorte, parce que je sais pas quand il va sortir, mais apparemment, il fallait attendre le 4. Bon, j'en avais marre d'attendre aussi. Et donc, j'ai pris ce casque. Et ce casque, il a la particularité de pas avoir besoin d'avoir de capteur dans la pièce. C'est juste, on met le casque sur la tête. Et le casque en lui-même est capable de se reconnaître dans l'espace pour pouvoir après envoyer les bons signaux, pour pouvoir après amener ces informations dans la simulation 3D. Mm-hmm. Et ça, c'est trop bien parce que tu as vraiment besoin juste d'une pièce pour pouvoir jouer. Donc, il faut juste pousser un peu les meubles parce qu'il y a quand même un peu besoin de pièces. Donc, j'ai commencé à découvrir un peu l'écosystème de la VR. Donc, le point d'entrée quand on a un MetaQuest, c'est qu'on a une espèce d'environnement 3D qui a été fait par Zuckerberg, qui est ignoble, mais vraiment ignoble. Les graphismes sont ignobles, le framerate est au sol, c'est vraiment pas du tout agréable à jouer, mais c'est quand même la première expérience qu'on va avoir. Donc, par exemple, là, c'était une simulation où tu fabriques des pizzas. Ça m'a montré que techniquement, c'était vraiment fait, quoi. Ça, le système marche. Et donc, petit à petit, je me dis, mais attends, j'ai un périphérique. Ce périphérique fonctionne, je peux en faire quelque chose dans le monde de Zuc. Est-ce que je pourrais pas créer la même chose pour moi? Donc, je commence à regarder qu'est-ce qui existe. Donc, il y a plein de projets qui permettent de faire de la reconnaissance de casque VR, dont un standard qui s'appelle OpenXR, qui permet en fait de fédérer l'intégralité. Ok, attends, ajouter des liens sur notre parfait. Qui permet de fédérer en fait tous les casques qui pourraient exister pour permettre d'avoir une API unique qui pourrait être utilisée par tout le monde. Donc cette API, ça va être du C++, mais bon, faire du C++, c'est un peu complexe parce que il faut connaître plein de choses. Du coup, j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur les moteurs de jeu. Donc dans les moteurs de jeu, on va avoir Unreal, on va avoir Unity, et on va avoir un petit dernier qui est Godot. Oui. Et ce qui est trop bien avec Godot, c'est qu'il y a une personne tout seul dans son garage qui s'est dit, tiens, si j'implémentais l'intégralité de tout le protocole OpenXR. Et donc, il a créé des widgets qui permettent en même pas 10 minutes d'avoir un environnement 3D où on a les manettes. Donc, les manettes, je les montre à l'écran pour ceux qui verront en vidéo, qui sont reconnues. Et on est capable, avec juste des systèmes de drag and drop, de dire, moi, je veux que quand on appuie sur ce bouton, ça va avoir telle action. Donc, par exemple, attraper un cube dans un monde 3D. Excellent. Et en une soirée, j'avais mon monde 3D où je pouvais me déplacer dans une zone et commencer à attraper des cubes, les jeter, jongler avec, machin, vidéo. Excellent. C'est trop bien. C'est déjà, en une soirée, tu as déjà le contrôle de la manette. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est encore mieux. C'est que vu que le MetaQuest, donc, hop, je vais essayer de le montrer à l'écran. Donc, le MetaQuest, en fait, il a des caméras qui sont en façade. Mm-hmm. Et en fait, ces caméras, elles sont sensibles à la détection de mouvement. Donc, tous les trucs qu'on peut avoir avec YOLO, donc YOLO, c'est un système de reconnaissance d'images par IA, ont été intégrés dans les MetaQuest pour pouvoir reconnaître les jointures sur les mains. Et à partir de là, recréer un squelette 3D qui permet de savoir quand est-ce qu'on bouge les mains. Et ça, c'est un autre standard
qui a été intégré. Je crois que c'est Chronos que ça s'appelle. Je chercherai le lien après. Qui permet justement de pouvoir faire quelque chose qui va être aussi standard à l'intégralité de tous les casques. Et à partir de là, on peut créer une simulation avec Godot où on peut bouger les doigts. Et les doigts en temps réel vont bouger dans la simulation. Et à partir d'un moment où toutes les jointures sont décalées d'un certain angle, le système, en fait, il détecte qu'on veut attraper quelque chose. Et en un mois, je me retrouvais à avoir ma simulation 3D où je pouvais prendre un cube avec la main et le déplacer. Waouh! Et là, il manque un seul truc, c'est les gants haptiques. Donc, les systèmes haptiques, en fait, c'est des trucs qui, par des pressions, vont faire semblant d'attraper réellement quelque chose. Et à partir de ce moment-là, tu as vraiment la sensation d'avoir le retour de force de la saisie de l'objet. Et moi, je trouve ça génial. Pour coder en VR, quoi. Donc, tu fais semblant de coder sur un clavier et ça tu peux te faire ce que tu veux. Et ça, c'est génial. Moi, ce que je trouve génial, surtout, c'est que on est arrivé à un stade de démocratisation de la technologie qui permet à n'importe qui, sans vraie connaissance précise du domaine, de pouvoir faire quelque chose très, très vite. Et donc après, ça ouvre toutes les portes qu'on a envie d'ouvrir si on le désire. Excellent. Tu as l'air de bien t'éclater avec. C'est cool. C'est trop bien. C'est vraiment trop. C'est casse-tête au début parce que avant de jouer avec Godot, j'étais en train de jouer avec du C++ à essayer de brancher mon truc. C'est horrible. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus route qu'avec Godot, oui. Mais une fois qu'on a les bons outils pour pouvoir travailler, après, la créativité, elle explose. Nickel. Bon, merci pour tout ça. Je crois qu'on va mettre quelques liens autour de ces parties de Yannick et les MetaQuest. Intéressant. Surtout, c'est pas besoin de faire de C++, parce que c'est vraiment quand même... Ah non, là c'est vraiment, tu verrais l'interface, c'est je veux que ça fasse ça, du coup tu dis je veux que cette main elle attrape, et puis que cette main là elle tire au pistolet, enfin c'est vraiment... C'est une interface qui écrit du code Godot, qui est du langage de script, qui après est transformé en du C++. Et ensuite tu as Godot qui va avoir plusieurs cibles de compilation. Donc, par exemple, quand tu compiles pour du MetaQuest, en fait, ce que tu crées, c'est un APK. Donc, en fait, tu compiles vers Android. Okay. Mais quand tu es en train de développer, en fait, tu peux faire du remote deployment. Et donc, au fur et à mesure que tu es en train de faire ta simulation, en temps réel de la simulation, tu es capable, dans l'interface du moteur de jeu, de déplacer tel ou tel objet. Et donc, ça fait des trucs très, très bizarres parce que quand toi, tu as le casque, en fait, tu vois les tables, par exemple, se déplacer. Alors que j'ai juste la souris qui est dans ma main et puis je suis en train de cliquer à l'aveugle parce que j'ai le casque sur les mains et je vois la table qui se déplace. Mais est-ce que tu as besoin d'Android Studio? Parce que c'est quand même la question, quoi. Il n'y a pas besoin d'Android Studio, il y a juste besoin de Godot. Mauvais, quoi. Excellent. Bon, on va changer de registre. Johan, tu me parlais tout à l'heure de quelque chose que tu as trouvé sur pourquoi on ne devrait pas acheter ces iPods en Europe. Et tu me disais... C'est parce que du coup, la semaine dernière, il y a eu l'annonce de Apple qui a annoncé ses nouveaux produits, donc ses nouveaux iPhones et ses nouveaux AirPods. Oui. Et donc, une des nouvelles innovations d'Apple, c'est de pouvoir traduire en temps réel toutes les langues vers notre langue natale. Et du coup, en Europe, ce ne sera pas possible parce que pour l'instant, il y a un blocage de l'Union européenne sur cette fonctionnalité-là. C'est pris parce que c'est une décision qui a été prise par Apple pour s'assurer qu'ils soient en conformité avec tout ce qui est la RGPD, etc. Mm-hmm. Donc c'est déjà une très bonne chose qu'en Europe, on ait la RGPD pour justement protéger nos données Et personnelles. on sait donc qu'est-ce qu'ils font les iPods
qui va contre RGPD parce que là, tu te poses la question de qu'est-ce que ça coince. On ne sait pas vraiment. Non, c'est assez flou. C'est vraiment très flou dans les articles que j'ai lus actuellement. Ils disent juste que pour l'instant, ils savent pas s'ils sont en conformité ou pas. Donc, pour l'instant, la traduction des AirPods sera bloquée en Europe. J'imagine que c'est parce que vu qu'on récupère toutes les discussions de tout le monde, si tu commences à stocker tout ça, c'est cadeau. C'est clair. Et de l'autre côté, ça te dit, en effet, s'il écoute et continue la discussion de tout ce qu'il y a autour et ça reste stocké, c'est quand même assez embêtant. C'est déjà le cas, hein, parce que quand tu lui dis, alors je sais plus c'est quoi, c'est Siri mais quand tu dis OK Google, c'est bien qu'à un moment il écoute tout le temps pour savoir quand tu dis OK Google. Hein, donc, ah bah c'est ça. Il y a bien oui. des trucs qui sont sniffés quelque part. Hein. Mais entre sniffer et dire clairement ça va être stocké quelque part, donc ça va. Mais en tout cas, d'un côté, ça fait extrêmement science-fiction, quoi. Traduction simultanée dans ton oreille. C'est pas dans Star Trek, ça? Oui, les mecs, ils parlent un langage universel, mais en fait, ils parlent leur propre langue. C'est ça. Ça fait très cyberpunk aussi, et en même temps, ça ouvre la porte à tellement de soucis de vie privée, etc., que c'est assez flippant. Tu dis que ça casse des barrières entre des gens qui n'arriveraient pas à se comprendre et que du coup potentiellement ça peut faciliter la conversation, mais effectivement ça tire l'autre sujet de tout ce que tu racontes part à l'autre bout du monde, quoi. C'est sur YouTube maintenant où tu as plein de vidéos qui sont traduites automatiquement. Et du coup tu as des contenus que tu ne pourrais pas regarder, genre par exemple des vidéos en indonésien. Maintenant, elles sont traduites en anglais. Mais c'est arrivé, tout d'un coup, j'ai commencé à remarquer ça il y a 15 jours, peut-être ça fait plus longtemps, mais je n'avais pas vu de news justement par rapport à ça, ces fonctionnalités YouTube, ça m'a extrêmement surpris. Ouais, moi j'ai des problèmes d'ailleurs, j'ai des vidéos qui sont en anglais alors qu'elles devraient être en français. La piste audio est pas la bonne. J'ai le même problème parce que mon navigateur est en anglais, mon téléphone aussi, donc il me fait la même chose. Mais c'est très très drôle. Ah bah ça fait bizarre d'entendre la voix d'un youtubeur que tu connais, mais en fait en anglais. Avec une voix robotique, tu fais oh, il y a un problème, c'est pas la bonne vidéo. Surtout que ça ouvre la porte à un peu tout et n'importe quoi. Dernièrement, il y a une comment ça s'appelle, une boîte de jeux vidéo qui a utilisé la voix d'une doubleuse française sans son autorisation pour sortir commercialement le jeu vidéo de Tomb Raider. Oui, et là, ça y est, ils sont maintenant en procès pour essayer d'empêcher ce type de choses, ouais. Ouais. Du coup, il y a un procès en cours, mais c'est inquiétant quelque part sans ton autorisation, ta voix peut être traduite dans n'importe quel langage et pour être utilisée à des fins commerciales. Ça tire tout le problème de la propriété intellectuelle de l'IA. Enfin, moi, je vois, on y réfléchit de notre côté, c'est à qui appartient intellectuellement le code généré par une IA. Parce que c'est pas toi qui l'as fait. Non. C'est l'IA qui a généré, mais qui l'a apprise d'autres de GitHub ou whatever. Et donc, du coup, au bout du bout, à qui appartient la ligne de code que tu viens de générer? Mais est-ce que à l'époque de Stack Overflow, tu mettais sur chacune des lignes que tu as été volée l'auteur Stack Overflow? Bien sûr. Évidemment. Sachant que lui-même l'avait pris de quelque part d'ailleurs. Bien sûr. Mais on faisait pas ça à l'époque. On réécrivait après s'être inspiré de Stack Overflow. Personne n'a jamais copié-collé un Stack Overflow, rassurez-moi, quoi. Jamais. Non, mais ça... Encore un autre de ces cas où l'intelligence artificielle pose plein de questions. Tiens, par exemple, qui me parlait tout à l'heure d'une utilisation malencontreuse de l'intelligence artificielle dans la maintenance de certaines bibliothèques? Oui, il y a eu un petit couac, on va dire. Dans l'écosystème Rust, on a une bibliothèque qui s'appelle CERD-YML, qui permet de faire de la sérialisation, désérialisation du format YAML.
Sauf que, vu qu'il y a de l'IA un peu partout maintenant, il y a de l'IA pour tout et n'importe quoi. Même pour ce qu'on appelle la maintenance des bibliothèques. Donc, c'est mettre à jour des dépendances, mettre à jour des readme, mettre à jour de la documentation. Et ce qui s'est trouvé, c'est que l'IA, à un moment, a halluciné. Elle a créé un bout de code, sauf que ce bout de code se portait sur quelque chose qui n'existait pas réellement. Ça continuait à compiler parce que c'était un bout de code qui était utilisé que pour générer de la documentation. Donc, c'était pas réellement vu par le commun des mortels. Mais par contre, pendant plusieurs mois, la documentation était plus à jour parce qu'elle était plus régénérée. Et ça n'a pas été découvert avant un bon moment. Il y a d'autres choses un peu plus embêtantes. En Rust, on a ce qu'on appelle les undefined behavior. En gros, normalement, Rust, il est capable de savoir à n'importe quel moment c'est quoi l'état de ta mémoire pour pouvoir prédire l'état futur de la mémoire quand tu vas faire une action. Sauf que si tu te trouves dans un undefined behavior, c'est littéralement Rust qui jette des dés pour savoir si oui ou non l'état courant de la mémoire il est correct ou pas. Et à partir de ce moment-là, en fait, il perd pied et il peut créer des choses qui n'ont plus aucun sens. L'IA a optimisé un bout de code. Il a créé un undefined behavior en plein milieu de la bibliothèque. Sauf que cette bibliothèque-là, par exemple, elle est utilisée par des runtime WASM, donc Wasmer. Et donc, on se retrouve à avoir en fait un supply chain qui se crée, mais pas malicieux par un humain, mais malencontreux. Ouais. Mais c'est quand même un supply chain parce que ça veut dire que ce qui s'est passé dans cette dépendance, en fait, vu qu'elle est utilisée par plein d'écosystèmes divers et variés, parce que ça sert juste à transformer du YAML en quelque chose qui est utilisable par le programme. Et c'est pas comme si YAML était un des formats les plus utilisés pour tout type de choses, oui. C'est ça. Ce undefined behavior s'est retrouvé un peu partout. Mais on aurait pu avoir quelque chose d'encore plus grave, parce qu'on sait maintenant qu'on est capable d'infecter une IA en fonction de certains triggers pour lui faire des trucs. C'est Micode qui avait fait une super vidéo où il avait amené plein de spécialistes du domaine, où ils avaient vraiment prouvé la faisabilité de l'exploit par IA. Donc ça veut dire que quand on est en train d'utiliser de l'IA pour faire de la maintenance de crate, enfin de bibliothèque, pardon, il faut être d'autant plus vigilant en fait. On peut pas juste dire tiens, c'est l'IA qui s'occupe des trucs et tant que ça compile ou tant que il n'y a pas 12 000 issues dans mon repo, c'est que ça doit continuer à marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de revue du coup, parce que ça c'est là où tu dis à quel moment il y a... En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une revue, mais le bout de code qui a été halluciné était trop subtil pour être détecté. Et comme ça passait des tests comme machin, comme, et il y a un autre problème aussi, c'est que l'IA, elle, comme c'est de l'automatisation, tu peux relancer plein de fois l'IA sur le même bout de code. Donc peut-être que la première modification, elle est pas infectée, mais par contre la deuxième ou la troisième ou la quatrième, et puis même elle peut revert un truc qui a été infecté d'un coup. Tu perds le contrôle en fait de ce que tu es en train de manipuler. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. C'est là où tu vois, ça met en exact toutes les limitations de l'IA et la précaution qu'il faut. Mais après, voilà, comme tu dis, c'est pour ça que je te pose la question, parce que souvent on dit l'intervention humaine est obligatoire, mais des fois même l'humain rate des trucs. Donc du coup, comment tu fais pour pousser au bout du bout, c'est chaud. Hein. Parce qu'après, t'as toujours le trou de Inception où c'est l'IA qui génère et c'est une IA qui fait la revue de code et comme ça que du coup, tout le monde est content et on ne maîtrise plus rien. Quoi. Ça, on va éviter que ça existe. Mais non, parce qu'après, ça tire toujours on se pose la question avec un collègue, c'est
quel est l'avenir de globalement tous ces frameworks open source, etc. Parce que du coup, vu que de plus en plus on génère du code avec de l'IA, c'est l'IA qui génère les nouvelles versions des frameworks, mais l'IA étant entraînée sur des anciennes versions des frameworks, où est-ce que la créativité qu'on pouvait avoir en tant qu'humain va pas s'arrêter, parce que à force de donner tout à faire à l'IA, du coup l'IA elle crée ce qu'elle connaît, donc déjà ce que nous on a déjà créé il y a quelques temps, donc du coup c'est là où bon, moi j'utilise beaucoup l'IA, mais de plus en plus de manière très raisonnée sur des petits bouts de code ou des trucs très précis, parce que je me suis amusé à faire beaucoup de vibe coding sur mes week-ends. Au début en mode vraiment YOLO, vas-y fais tout. C'est marrant, hein. Moi j'ai fait un câble, quoi, parce que non mais t'as fait n'importe quoi là, c'est pas possible, quoi. Donc t'apprends à faire non mais je vais faire que ça, ça serait bien déjà. J'ai fait plusieurs lives Twitch où justement j'utilisais à fond le vibe coding, mais ma réaction c'était mais c'est trop bien, mais oui mais c'est magnifique, et puis après tu reviens sur le code et tu fais ouais mais je suis pas sûr de comprendre ce code demain ou après-demain ou dans 6 mois. Et je me suis retrouvé à passer 2 jours à réécrire tout le code qui avait été généré, parce que le code généré il marche, il y avait pas de souci. Mais par contre, il me convenait pas pour mon moi futur. Ouais, mais c'est là où t'as en plus. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment d'être beaucoup plus détaché du code. C'est-à-dire que vu que c'était pas moi qui l'avais écrit, tu fais pas, c'est pas mon code, perché quoi. Et donc, du coup, tu t'appropries pas le code de la même façon, je trouve. T'es vraiment en mode ouais bon, il a fait de la merde, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui l'a fait quoi. Et je trouve que ça fait un nouveau paradigme du développeur, où c'est un développeur qui développe pas et donc du coup qui est hyper détaché de ce qu'il a produit. Responsable mais pas coupable. Ouais, c'est ça quoi. C'est pas moi, c'est lui. Et ce sentiment est très bizarre parce que du coup, tu t'es très détaché quand il y a un bug, tu fais ah putain, mais c'est trop de la merde et c'est dur de te remettre. Non, mais il y a le co-auteur là, Claude. C'est Claude, hein, pas moi. C'est drôle parce que moi, je fais pas vraiment de vibe coding. J'ai fait toujours, pour moi, c'est mon stagiaire à côté. Ok, je le donne les tâches chiantes que je n'ai pas envie de faire. Tu me scaffoldes d'application. Là, je fais un exemple, tu me le donnes pour les autres. Et tu me documentes ce que j'ai fait parce que tu m'ajoutes des commentaires aussi, s'il te plaît, et le readme, please. Fais-moi un bon readme pour le projet. Et là, je m'éclate, mais je me suis jamais senti assez à l'aise pour dire on va faire des vibe coding. Je pense que c'est parce que je l'utilisais toujours pour des langages et pour des paradigmes que je connais, et je me suis jamais mis le truc de tiens, je vais vibe coder une appli en Rust. Je me sens pas assez capable de les corriger dans ce cas. Et du coup, le compilateur va corriger la machine. Et ça, c'est trop bien avec le Rust. Mais dans ce cas-là, je me sens complètement un imposteur là. C'est totalement un imposteur. Mais tu as le résultat final. Et ça, c'est trop bien. En vrai, pour des personnes qui ont besoin d'un usage bien précis, pour du one-shot par exemple, va y coder un truc que tu n'as pas besoin de maintenir dans le temps, mais que tu as besoin à un instant T et que tu n'as pas 6 heures devant toi pour l'écrire. Oui, pourquoi pas. Exemple, quand je parlais, moi, je me suis amusé hier à faire une appli pour gérer mon fils a beaucoup trop de Picsou et Disney Magazine, tout ça, et on sait plus lesquels il l'a pas. Et du coup, je me dis, allez, je m'amuse, je fais une petite appli one shot pour pouvoir lister tout ce qu'il a, et comme ça, je sais quand on va en brocante ou machin s'il a déjà le truc. Donc là, du coup, besoin hyper précis, fonctionnalité très simple. Là, le vibe coding, ça marche nickel, quoi. Après, je me suis amusé sur d'autres applis plus complexes. À bout de 5 minutes, tu fais, non, mais c'est pas possible. Tu pars dans tous les sens. Mais après, c'est un bon exercice pour te rendre encore plus compte de tous les biais que l'IA a, et que, du coup, à te rapprendre à focaliser sur, le copain stagiaire, comme tu disais, Horatio, qui fait que les tâches un peu chiantes qu'on n'a pas envie de faire, et reprendre un peu la maîtrise du reste. C'est ça, c'est les juniors super motivés, capables de faire de meilleurs comme les pires. Donc, tu ne fais pas trop confiance à ce qu'il te génère. Par contre, punaise qu'il est productif. Ouais, mais moi, c'est ça qui je trouve paradoxal. C'est pas un junior. Le code qu'il génère, souvent, c'est pas du code de junior. C'est plus du code de confirmé, voire de senior. Et là, ça devient compliqué parce que tu te retrouves presque, des fois, à la limite de tes propres compétences. Moi, ça m'est souvent arrivé sur du code qui m'avait généré. C'est « Ah oui, on peut faire ça comme ça. » Effectivement.
C'est pas un truc qui m'avait traversé l'esprit. Mais par contre, dans le refacto, après que j'en ai fait, bah, j'ai repris cette idée. En fait, quand je dis junior, il faut voir qu'est-ce que c'est junior. Le problème, c'est que je me considère senior, mais je me considère pas que je connais tout ou que je connais forcément beaucoup plus que les juniors. J'ai quelques réflexes. Pour moi, le fait d'être senior, c'est d'avoir quelques réflexes de là, ça. Ils sortent un peu d'auteur. Je trouve qu'aujourd'hui, quand j'ai testé l'utilisation que j'ai eue de la IA pour me faire des trucs, des fois c'est épatant et il y a des patterns sympas même. Tiens, je l'aurais pas fait comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il perd assez vite la vue d'ensemble. Et dans ce côté-là, c'est là que je dis que c'est un peu junior, dans le sens où il part très vite, il fait des trucs qui sont peut-être très bien, et même des fois complètement overkill pour les besoins, et il faut les ramener pour, écoute, c'est très bien, mais prends un peu de recul, et là, tu te rends compte que tu as oublié des trucs ici et là. C'est senior dans ce sens. Je vois. Là, il peut être bien plus fort que moi en algorithmie ou pour trouver une solution créative pour un truc. Pour le moment, par contre, il manque un peu de vision d'ensemble et de recul, logiquement, et de bon sens peut-être. Oui, des fois, il est créatif. Ouais. Des fois, tu dis, mais je t'ai pas demandé de modifier ça, là. Je t'ai dit là. Ouais, mais bon, c'était cool de modifier là aussi. Non, en fait, non. En solution créative, une fois, je lui dis, bah, tiens, ce test-là passe pas. Et du coup, il a supprimé tout le test. Et du coup, là, il a été créatif, il a trouvé une solution au top. C'est pragmatique. S'il n'y a plus de test, plus de problème, donc solution, plus besoin de trouver de solution. Ça dépend vachement aussi de l'écosystème sur lequel tu le fais bosser. Si tu le fais bosser sur un langage type Ruby, Python, il va être très peu efficace parce que y a rien pour l'aider en fait. Il écrit le code, et il n'y a qu'une seule façon de vérifier les choses, c'est de lancer le système, quoi. Et puis, est-ce que c'est pas aussi du fait qu'il y a beaucoup de code Python qui est dispo sur les internets publics et que c'est pas du très très joli code Python la plupart du temps, quoi. Et que du coup, lui, il a appris un mal, mais pas de sa faute, c'est qu'on lui a donné à apprendre des trucs qui étaient pas bons. Là où des langages plus pointus tels que Rust, vu que Rust, bon, tu peux faire, je maîtrise pas du tout, mais je pense que tu peux faire quand même de la merde, mais un peu moins. Donc du coup, évidemment, ce qu'il va te proposer est déjà d'ores et déjà, de par ce qu'il a appris, plus adapté à une réponse viable, quoi. Rust, ça marche bien parce que c'est compliqué d'écrire des choses incorrectes de base. Oui. Et même si tu arrives à l'envoyer sur GitHub, l'IA, quand elle va tester, elle va essayer de compiler le truc, et elle va voir que ça marche pas, et elle va revert le système assez vite, quoi. J'ose pas imaginer en JavaScript, toi. Enfin, j'ai jamais fait de du JavaScript. Systématiquement, et il se débrouille pas trop mal. Ah ouais? Modulo, c'est que je te dis, il manque peut-être de vision ensemble, mais ça va carrément. Je pense que oui, il y a assez d'exemples pour qu'il s'entraîne relativement bien. Il y a un domaine où il est particulièrement fort, c'est analyser des choses. Ah oui. C'est, par exemple, j'avais du WASM, et donc il y a un format qui s'appelle le WASM AT. C'est quoi le Watt? Enfin, à la fin, c'est textuel. Oui. Et du coup, c'est une représentation de bytecode WASM. Je lui ai donné ce bytecode et je lui ai dit, explique-moi ce qui se passe. Le système, il est capable en fait de comprendre l'enchaînement de toutes les routines qu'il y a dedans et de me dire, tiens, tu veux du pseudocode en Rust? Il me génère le pseudocode en Rust associé au WASM. Et en vrai, les deux codes entre celui que j'ai généré et celui qui me génère moi, pas mal du tout, quoi. Bien. Pourquoi ces derniers temps on finit toujours par parler de IA? C'est drôle. Tiens, en parlant de IA, je ne sais pas qui m'a mis les liens sur comment ASML, la boîte néerlandaise qui est spécialiste de la semi-conducteur, est maintenant un des principaux investisseurs sur Mistral AI. Ouais, qui m'a mis les liens?
C'est moi qui ai misé parce que je trouvais que c'était intéressant et peut-être un peu rassurant de voir que enfin on arrivait à garder quelque chose à minima en Europe pour le moment. Énorme. Et que ça c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, c'était la petite news qui m'a un peu fait plaisir la semaine dernière quand j'ai vu que voilà Mistral gagnait en autonomie tout en restant européenne. Donc à voir après à voir ce que ça va donner, c'est toujours pareil mais ils ont investi quand même beaucoup, hein, c'est plusieurs milliards, je crois. Donc du coup, ils ont un peu mis le paquet sur la table. Donc après, il va falloir en faire bon usage et continuer à promouvoir. Nous, on en fait un peu de Mistral chez Sopra. On voit que ça commence pas mal à prendre chez quelques clients en taux de français. Donc c'est pas mal. Et ASML, qu'est-ce qu'ils font normalement? ASML, tu ne connais pas. C'est un des secrets les mieux gardés de la tech, on va dire. C'est que c'est les leaders mondiaux pour la fabrication des puces électroniques. Tous les technos les moins de nanomètres de puces, tous les technos de gravure, tous les technos de multicouches, c'est qu'aujourd'hui, c'est la boîte leader dans les technologies qui permet de faire ça. Et ils vendent les machines à tous les fondeurs de puces de Taïwan et du reste du monde. Donc, ils fournissent des machines. Donc, ça serait eux qui fabriqueraient les TPU, donc les Tensor Process Units. Non, ils fabriqueraient les machines qui vont graver les TPU. Ah, ok. Ils ne fabriquent pas directement les TPU. Ils fabriquent la technologie qui permet de créer ces TPU derrière, de les graver, de les fabriquer. Ok. Mais ça me fait penser à une news qui n'a rien, enfin un peu à voir, mais qui m'a fait marrer tellement c'était absurde. C'est le patron d'OpenAI qui a dit qu'il voulait graver une espèce de red button directement dans le silicium pour qu'au cas où l'IA contrôle le monde, il y a un truc physique dans la puce que tu puisses arrêter. Ça, je l'ai vu hier, OpenAI qu'il switch. J'ai mis le lien dans notre doc. Génial, parce que j'allais le chercher. Je l'ai vu hier, ce lien-là. What the fuck. Et en fait, il y a un mème qui est sorti 3 secondes après où tu vois juste un mec qui débranche une prise, quoi. Tu fais, oui, au bout d'un moment, tu débranches la prise et puis c'est bon, ça suffit. Mais s'il est sur batterie, tu fais comment? La batterie est normalement. Surtout avec de l'IA, il faut une sacrée batterie quand même. Mais c'était la petite news qui m'a fait sourire avoir un. Attends, mais je vais pas te mettre le bon. Non, mais j'ai trouvé le lien, je l'ajoute. Par contre, ça donne à penser, mais à quel type de use case il peut penser quand il demande ça? Je sais pas. Tu sens qu'ils connaissent des trucs qu'il faut pas qu'on sache, quoi. Il a regardé un film, quoi. Peut-être. Il a regardé Fondation. Très bien la série d'ailleurs. Non, mais c'est. Le sujet, que c'est bien que l'Europe arrive un peu à se consolider et pour une fois pas être dépendante des ricains. C'est dingue que ça soit une société européenne, surtout, ASML. Ouais, mais après, c'est pas seul, parce qu'en France, tu as Soitec et ST Micro, qui sont deux des plus gros fournisseurs de puces aussi, et de semi-conducteurs, et de tout ce qui est gravure sur toute la gravure que tu as autour des processeurs. C'est dingue du point de vue géopolitique que les Américains n'aient pas déjà mis le grappin dessus depuis des siècles, quoi. Ouais. En fait, les Américains, tous les côtés fabrication, ils l'ont délaissé depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Et c'était délaissé et sous-traité, mais la fabrication complète, y compris l'outillage. Et là, à ASML, c'est l'héritier de toutes ces boîtes européennes qui fabriquaient des machines-outils. Tu vois qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, il y a toujours eu beaucoup de traditions de la fabrication de machines-outils, de machines pour produire d'autres choses. Et là, ASML, c'est la fabrication de machines pour faire l'enregistrement des puces.
Donc, ils ne s'occupent pas de l'architecture de la puce, ils ne vont pas te sortir la nouvelle. Non, ils vont te fabriquer de quoi pouvoir graver toujours plus fin, toujours avec plus de couches, toujours plus compacté. Mais c'est quand même un enjeu. Par exemple, si les Chinois sont capables d'avoir cette technologie, ils sont capables après de rivaliser avec n'importe quoi. Ils sont capables de voler les recettes à Taïwan, et puis comme ils auront les machines, après ils peuvent fabriquer ce qu'ils ont besoin. On est d'accord. Mais c'est pour ça, ce qui est la vraie richesse d'ASML, c'est la capacité de fabriquer ce type de machines ultra précis, ultra pointues et avoir derrière une R&D pour sortir des machines toujours plus performantes qui permettent de faire des puces toujours plus compactes, quoi. Et le fait qu'ils mettent autant d'argent dans Mistral, ça peut, voilà, ça donne de l'espoir, comme Mathieu dit, ça fait penser à peut-être un recentrage des Européens au niveau de la technologie, je ne sais pas. Ouais, espérons. À suivre. En tout cas, à suivre. Une news dans ce sens-là que celle qu'on a l'habitude de voir. Carrément. Et sinon, un autre news qui m'a surpris, parce que celle-là, je ne l'avais pas vue, c'est une news qui parle de comment le modèle d'Anthropic s'invite chez Microsoft. Je pensais que Microsoft était plutôt OpenAI. Qui a mis la news? Qui veut nous raconter un peu plus? C'est moi qui ai mis la news et c'est juste que typiquement c'est en 2019 que Microsoft ils ont fait un partenariat avec OpenAI, si je dis pas de bêtises. Et dernièrement ils sont en train de regarder à côté du côté d'Anthropic parce que visiblement ils ont fait des tests chez eux et le modèle de Claude Sonnet 4 est apparemment vraiment super bien et pour l'utiliser je le trouve vraiment cool. Et donc mine de rien Microsoft ils continuent de regarder à côté aussi malgré leur partenariat avec OpenAI. Et donc ils vont être disponibles sur des plateformes Windows ou pour le moment c'est que des... Ils veulent le mettre à disposition dans Azure, en mode marketplace, si j'ai bien compris la news. Mm-hmm. Ouais, après ça va être toujours le problème c'est une bonne nouvelle, après c'est toujours pareil, c'est le prix des tokens, parce qu'on se rend bien compte que maintenant ils sont tous très gros, très contents, mais ça coûte très cher les tokens, quoi. Moi je m'étais pris un abonnement chez Cursor pour avoir du Claude 4 justement, mais les jours où tu codes beaucoup et donc du coup tu as beaucoup d'interactions avec l'IA, si tu fais du Claude 4 au bout de 3 jours tes crédits avec Claude 4 ils sont grillés et tu bascules sur des LLM moins performants donc, Non, mais ton mois, il finit le 10. Désolé, patron, je suis en chômage technique. Il est très productif pendant 10 jours par mois. 10 jours. Après, c'est moins ça. Mais après, l'auteur du code, il est en fin de mois. Non, mais après, ça montre bien que ça fait des années qu'ils perdent du pognon, les entreprises d'IA, et que là, ils commencent à essayer de se rattraper aux branches pour devenir rentable, parce que certes, on voit que des copilotes et tout, ils vendent des licences par dizaines de milliers. Mais globalement, il me semble que de ce que j'avais vu, c'est que les X euros qu'ils demandent par mois par développeur, ça couvre pas les frais que eux, ça leur génère. Donc, en gros, ils sont plus ou moins déficitaires tous les mois, quoi. Donc, dans une société capitaliste, il va falloir qu'à un moment ou un autre, ils gagnent du pognon. Parce que ouais, mais là, il faut encore qu'ils assassinent le marché. Ils l'ont pas encore assassiné. Ouais, il y a encore trop d'acteurs, là. C'est ça, ils n'y arrivent pas. Bon, 45 minutes déjà, Tiens, et si avant de finir, on parle un peu d'outillage, parce que Mathieu, tu nous es arrivé avec quelques outils inutiles mais marrants que tu as découvert ces derniers temps, et moi, je trouve ça super rigolo, donc tu veux nous présenter je peux en présenter 2-3. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien suivre le genre de truc parce que c'est le genre de truc qui m'amuse beaucoup à essayer le soir chez moi sur mon canapé devant la télé pour voir à quoi ça sert tellement à rien. Le premier que j'ai vu, je pense que c'est pas le premier, mais il a l'air plutôt bien fait. C'était comment avoir une UI dans son terminal. Une UI dans son terminal.
démo, il prend YouTube et il drop YouTube dans le terminal, et donc t'as YouTube tout pixelisé, mais avec la vidéo que tu es en train de regarder dans YouTube. Donc, very useless, mais on sait jamais. Pour faire bien en société un jour, je me dis que ça peut être rigolo. Mais pourquoi? Non, mais tu fais tes slides de présentation au Devox uniquement dans une interface pixelisée. Ça sera parfait. Mais ça, en fait, on l'avait déjà, parce que Goose, il l'a fait dans Slidesk, et t'as un mode Slidesk terminal. Donc, tu peux faire tes slides dans le terminal. Donc, peut-être qu'après, ça permettrait à Goose d'enrichir Slidesk avec ça. Le Minitel dans le terminal. Moi, ce que je voulais plus, c'est l'inverse. Le terminal, tu peux le faire via SSH, par exemple. C'est ça. Ça serait quand même classe plutôt que de HTTP. Tu lances ton outil ou ton je sais pas quel outil et tu lances tes slides. Là, t'es dans le vrai, quoi. Donc voilà, petit outil term.everything qui est plutôt à tester. Voilà, c'est pas ça qui va vous changer votre quotidien au bureau, mais ça va vous faire briller dans la pause café, en effet. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai trouvé l'inverse qui là m'intéresse un peu plus. Du coup, j'ai poussé le lien à Goose, parce que moi, j'aime bien faire des slides en mode web, donc avec Slidesk. C'est de pouvoir émuler une VM dans son navigateur. Et donc, du coup, je me dis que moi, parce que du coup, là, il fallait qu'on switch entre le navigateur et le terminal quand on voulait faire des trucs. Je veux dire, pouvoir dire que je passe mon slide, le slide suivant, c'est mon terminal où je fais ma commande et que j'ai pas besoin de trop switcher. Je trouvais ça plutôt cool quand tu fais des présentations. Tu m'avais promis des outils inutiles. Celui-là, c'est même potentiellement utile. Celui-là, il peut presque être utile. C'est quand tu fais des démos et tout, c'est quand même plutôt cool de ne pas avoir trop de switching, quoi. Et donc, celui-là, j'ai tout de suite poussé à Goose en disant, vas-y, il faut que tu me dises si on peut le mettre dans Slidesk, ça pourrait être vraiment très cool. Il s'appelle WebVM. Et le dernier, celui-là, par contre, il est indispensable, je pense, à toute personne qui fait du terminal toute la journée. C'est Git Love Track, où en gros, dès que tu commits, ça fait des rires comme dans les sitcoms américaines. Et ça, je me dis quand même que ça, c'est un truc qui est indispensable au quotidien pour se sentir aimé quand on fait. Au ridiculiser des codes qu'on vient de committer, selon comme tu vas le prendre. Donc celui-là, il me fait beaucoup rire. Inutile, mais plutôt rigolo. Alors je pense peut-être qu'à la longue, ça va te saouler qu'à chaque fois que tu fasses un guide commit, on t'applaudit. Mais pareil, sur une présentation, une démo ou un talk, faire ça, je pense que ça peut faire un peu marrer l'assistance. Surtout si tu développes de la CI. Ouais. Enfin oui. Bravo. Bravo. Elle va encore planter. Dans les locaux de Sopra, à une époque, il y avait ça, il y avait des feux avec... on avait les feux rouges. Il y avait des feux rouges où, du coup, où tu pouvais mettre du son. Donc, quand ta CI passait, donc si c'était au vert, c'était OK. Et si c'était au rouge, ça faisait un son dans tout le bureau et ça donnait un peu d'ambiance à l'époque. Ah bah, c'était le grand jeu de savoir qui a pété le build, hein, parce que du coup, t'étais au courant tout de suite, donc tout le monde allait voir qui avait commité en dernier pour savoir qui avait pété les TU. Donc, voilà, les feux rouges, ils ont bien marché, c'est clair. Effectivement, des outils complètement inutiles, mais indispensables. Exactement. Bon, les amis, ça fait, allez, presque 50 minutes. On a le temps d'une petite news dernière, si vous avez une idée parmi les liens que vous savez. Sinon, on va s'arrêter là. Quelqu'un a envie de partager une dernière? Non, c'est tout bon. Enfin, c'est quand même... Bon, dans ce cas-là, je vous demande une musique de fan. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment que vous avez envie de faire découvrir à notre public? Allez, qui se lance? Johan, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes en boucle? Qu'est-ce que tu as découvert récemment? En ce moment, ce que j'écoute en boucle, c'est la musique de Clair Obscur, l'OST que je trouve vraiment incroyable. Donc, mais comme beaucoup de gens, donc actuellement, je pense que ça va parler à tout le monde. Mais actuellement, quand je code ou autre, et quand je travaille, c'est surtout l'OST de Clair Obscur. On va le mettre comme musique de fan pour profiter de ça, l'OST de Clair Obscur. En effet, ça se prête bien. Il y a eu des ventes actuellement pour des concerts. Et il y a quelques collègues qui vont aller voir des concerts. Mais moi, j'ai pas réussi à avoir de place, malheureusement. Bah, c'est quand même une belle musique de fan pour finir cet épisode. Merci Yannick, merci Johan, et merci Mathieu d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un moment sympa.
Excellent. Et on se voit pour les prochains épisodes. Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Clair, obscur, trouble de rature, courera Eiffel. Clair, obscur, voir des hauts peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de